Un peu de contexte. Je suis une femme de 30 ans, mais j'avais la vingtaine lorsque cette histoire s'est produite. Il me semblait préférable de l'ajouter ici pour que vous en sachiez plus sur la personne qui écrit. Alors, en 2014, il y a 10 ans, j'ai vu pour la première fois une photo qui ressemblait beaucoup à celle-ci. Pour ceux d'entre vous qui peuvent la voir, l'image montre une jeune femme souriante assise sur un lit, mais derrière elle se trouve l'une des vues les plus spectaculaires de montagnes couvertes de pins que vous ayez jamais vues. Je me souviens m'être demandé si ce que je voyais était la maison de la femme, et, si c'était le cas, ce que je devrais faire pour vivre dans ce genre de paradis montagnard de conifères. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que, effectivement, la femme vivait là-bas dans les montagnes, mais pas de manière permanente. L'endroit où elle séjournait était une tour de surveillance des incendies, et non seulement elle y restait pendant des mois, mais elle était payée pour ce privilège. À partir de ce moment, je suis devenu obsédé. Je pensais que vivre comme garde forestier pendant un été serait l'aventure de ma vie. Je pensais aussi que ce serait relativement facile à obtenir, mais dans les 2 CA, j'avais complètement tort. Je pensais que je pouvais simplement m'inscrire en tant que garde forestier et ensuite être sur le terrain en quelques mois, mais pour chaque poste vacant publié, environ 40 à 50 par an, le service forestier reçoit littéralement des dizaines de milliers de candidatures. Vous devez également soumettre votre demande des mois à l'avance pour respecter le délai en raison de l'énorme volume de candidatures que le service forestier doit traiter. La première année où j'ai postulé, en 2014, j'étais très peu qualifié et j'ai été rejeté en quelques jours. Ensuite, je me suis consacré au bénévolat car c'était le seul moyen de gagner de l'expérience après le lycée et d'améliorer mon CV jusqu'à ce qu'il devienne respectable. Puis, en 2015, j'ai repostulé, mais après quelques semaines d'espoir et de prière, j'ai reçu la nouvelle que j'avais été rejeté à nouveau. Cela a fait 2 fois plus mal que le premier rejet parce que j'avais vraiment fait beaucoup d'efforts pour mériter cette embauche. Mais apparemment, après un an de travail intermittent dans des jardins communautaires et même une brève période à l'Arboretum national, j'étais encore l'une des candidates les moins qualifiées. Il m'a fallu 2 années de plus de candidatures, mais lorsque j'ai postulé pour la saison 2018, juste avant les fêtes de fin d'année 2017, j'étais tellement désillusionné que j'avais même fait des plans alternatifs pour mon été afin que le rejet de garde forestier soit comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Mais ensuite, et cela je trouve vraiment ironique, la seule fois où j'ai vraiment prévu de ne pas être accepté, c'est l'année où j'ai finalement été accepté. La raison pour laquelle j'écris tout cela est de vous donner une idée du temps que j'ai attendu pour être accepté en tant que garde forestier. C'était comme un rêve devenu réalité et je ne l'avais pas seulement attendu, j'avais aussi travaillé dur pour l'obtenir. J'étais également une personne complètement différente de celle qui avait postulé pour la première fois en 2014. J'étais plus âgé, plus sage, avec plus d'expérience et beaucoup plus capable de prendre soin de moi-même, mais je voulais toujours la même chose. Je croyais fermement de tout mon cœur que 3 mois d'été à vivre dans la nature seraient émotionnellement et spirituellement satisfaisants de manière que je ne pouvais à peine calculer. Et il l'aurait été s'il n'y avait pas eu une personne. Quand j'ai reçu l'email m'informant de mon affectation à la tour de surveillance, mes parents et moi avons plaisanté en disant que le nom était très approprié. J'avais attendu 4 ans pour mon affectation précieuse, alors quand j'ai découvert qu'on m'envoyait à Gold Mountain, dans l'État de Washington, nous avons tous pensé que c'était tout simplement parfait. La tour de surveillance à Gold Mountain s'est également avérée être la plus haute dans laquelle on peut vivre dans tout l'État, donc vous pouvez imaginer à quel point je me sentais extrêmement excité et béni. Les affectations de surveillance des incendies à Gold Mountain duraient ce qu'on appelle une saison, c'est-à-dire environ 3 mois. Vous arrivez à la fin de juin, vous restez tout août et septembre, et vous partez au début d'octobre une fois que les pluies régulières reviennent. J'ai pris un volume de nuit de Portland à Spokane, j'ai atterri tôt le matin et j'ai ensuite conduit 273 km et demi jusqu'à Gold Mountain avec mon camion de location de 4 mètres et 20 cm. Je pensais que ce serait une tâche énorme de trouver l'endroit, mais non seulement c'était étonnamment facile à localiser, mais il avait sa propre route d'accès, Gold Mountain Lookout Drive. Je suis arrivé en milieu de matinée, j'ai rencontré l'un des gardes forestiers du coin et, après avoir passé en revue quelques derniers détails, il m'a remis les clés avant de partir. Avec un grand sourire chaleureux sur son visage, il m'a demandé si j'avais des doutes. Il a dit qu'il donnait toujours aux volontaires une dernière chance de se retirer avant de s'engager pour une saison. Il souriait parce que je pense qu'il pouvait voir à quel point j'étais excitée et impatiente,
et savait qu'il n'y avait aucun moyen que j'abandonne maintenant que je vivais enfin mon rêve. Il a ri quand je lui ai dit cela, et, après m'avoir remis les clés, il est monté dans son camion et est parti. J'étais euphorique, tellement que j'ai même fait une petite danse, en allant chercher mes affaires. Les deux seuls inconvénients seraient 1. Devoir utiliser un ruisseau proche pour me laver, et 2. Devoir descendre jusqu'au bas de la tour pour utiliser les toilettes chimiques. Je ne serais pas non plus complètement isolé, ce qui était à la fois un avantage et un inconvénient en même temps. Un garde forestier passait toutes les quelques semaines pour remplacer le contenant chimique des toilettes portables que j'avais, ainsi que pour faire une vérification générale et s'assurer que je n'étais pas parti sans prévenir. Mais cela me donnerait aussi une brève occasion de me rendre à la boutique communautaire d'Inchelium pour ramasser des provisions et des fournitures supplémentaires. À part cela, j'étais très isolé du reste du monde, avec le patch de civilisation le plus proche à près de 24 km au sud-ouest. C'était exactement ce que j'attendais, mais comme le dit le vieux proverbe, fais attention à ce que tu souhaites car cela pourrait se réaliser. Comme je l'ai mentionné précédemment, je devais marcher jusqu'à un ruisseau proche si je voulais me laver correctement et tout ça, et au début, j'étais assez appréhensive à l'idée de rester à moitié nu au milieu de la forêt. Les premières fois, je marchais avec un maillot de bain sous ma serviette, mais quand j'ai vu la partie la plus profonde du ruisseau, toutes mes peurs ont littéralement disparu. Bien que l'eau n'atteignait que mes tibias, les pierres et le sable au fond du ruisseau étaient suffisamment lisses pour marcher pieds nus et l'eau coulait assez vite pour me rassurer que je ne me lavais pas dans de l'eau sale ou stagnante. Je descendais couverte d'une serviette, avec des tongs aux pieds, et portais les sous-vêtements que je voulais laver pendant que j'étais là. Une main tenait fermement la serviette, tandis que l'autre portait mon petit sac de toilette, ainsi que l'article le plus important de tous, ma bombe de gaz poivre pour ours orange vif. C'est un autre point que je pense devoir aborder pendant que je suis sur ce sujet. Bien que je sois consciente que de nombreux volontaires de surveillance des incendies préfèrent avoir une arme à feu avec eux pendant qu'ils sont en service, j'ai personnellement choisi de ne pas en avoir avec moi. Je sais que cela peut sembler fou pour certaines personnes, étant donné qu'il y a des ours et des pumas qui rôdent dans les bois, mais honnêtement, je pensais qu'entre la bombe de gaz poivre pour ours et le taser que j'avais dans la tour, je serais capable de me défendre contre presque n'importe quoi. Et j'avais raison aussi, donc je suppose que je me sentais justifié à ce sujet. Mais c'était très effrayant de devoir le mettre à l'épreuve. Quoi qu'il en soit, j'étais là depuis 3 semaines dans un séjour de 13 semaines, mais je commençais déjà à me sentir très à l'aise à vivre la vie d'un garde forestier. Un jour, je descendais le sentier en spirale qui mène de la tour de surveillance, en sifflotant une petite mélodie et en attendant avec impatience de me laver à nouveau. Mais ensuite, quand je suis entré dans la forêt et que j'étais à environ 100 mètres des petites cascades et de l'eau la plus profonde où j'avais l'habitude de me laver, j'ai soudainement vu quelqu'un accroupi de l'autre côté du ruisseau. J'ai immédiatement ralenti ma marche en me demandant si je devrais revenir à la tour avant de revenir plus tard. Puis, une fois que j'ai mieux vu le gars, j'ai décidé qu'il semblait inoffensif. Il était habillé comme un randonneur typique, mais malgré le corps d'un joueur de ligne défensive, le gars pourrait avoir été le frère jumeau du gars qui a joué McLovin dans ce film Superbad. Il avait la même coupe de cheveux courte et foncée avec la frange irrégulière et les mêmes yeux marron foncé, entourés de lunettes à monture noire. La seule différence notable était que ce type était musclé. Je savais que de temps en temps, un randonneur passait par là, alors après l'avoir évalué, j'ai décidé d'une ligne de conduite. Je ne voulais pas retourner à la tour sans au moins laver mon visage et mes mains, alors j'ai décidé de minimiser l'inconfort social, de dire bonjour, en m'approchant du ruisseau et d'espérer que le type soit relativement normal. Sinon, eh bien, j'avais ma bombe de gaz poivre pour ours. Quand je suis arrivé au bord du ruisseau, ma présence l'a évidemment un peu surpris, car il est passé de la position accroupie à la position debout et évitait mon regard de manière gênante. Je me souviens d'avoir dit « Bonjour, belle journée pour une randonnée », avant de poser mes affaires et de faire quelques pas dans l'eau. Il m'a rendu mon salut poliment, mais en le faisant, j'ai remarqué qu'il me regardait comme si j'avais une tête supplémentaire ou quelque chose du genre. Je comprenais pourquoi il était si confus, je veux dire, un instant. Il est assis en train de profiter d'un moment de tranquillité au bord du ruisseau, et l'instant suivant, une femme à moitié nue sort des arbres et dit « Bonjour », comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je pouvais comprendre pourquoi cela éveillait sa curiosité, alors au début, j'ai choisi de la satisfaire du mieux que je pouvais. Le gaz a commencé à me demander ce que je faisais, et, en essayant de ne pas paraître trop sarcastique en me lavant les mains et le visage, je lui ai dit que je me lavais les mains et le visage.
Je faisais un peu de la pédanterie, je suppose, et je supposais aussi qu'il avait tout à fait le droit de me poser quelques questions supplémentaires, alors j'y ai aussi répondu. Je lui ai dit que je travaillais comme garde forestier dans une tour pas très loin du ruisseau et que je passerais tout l'été là-bas et que le ruisseau était mon seul moyen de me laver. Au début, il semblait impressionné, puis il a demandé si je restais là seule. J'ai immédiatement su que ce n'était pas une bonne idée de dire à un étranger que je serais seule quelque part pendant une longue période, mais comme je l'ai dit, le gars semblait en grande partie inoffensif et je n'étais pas complètement déconnecté du monde extérieur. Je lui ai dit que oui, j'étais seule, mais que j'avais les moyens de me protéger et une radio très fiable avec un signal très clair qui convoquerait instantanément les gardes forestiers si j'étais en difficulté ou s'il y avait un incendie. Évidemment, cela a répondu à sa question, mais en évaluant sa réaction, j'ai vu que c'était presque comme s'il ne me croyait pas. Il m'a demandé si j'avais une arme, j'ai dit non. Il m'a demandé si mon petit ami était avec moi, ce qui était une question un peu présomptueuse, mais j'ai aussi répondu par la négative. Puis il m'a demandé si j'avais peur de rester seule dans cette tour de surveillance la nuit, et cette question a été la seule à laquelle j'ai répondu malhonnêtement quand je lui ai dit non, que je n'avais pas peur la nuit, alors qu'en réalité, c'était presque impossible de ne pas avoir peur. Les nuits étaient presque le seul moment où je me demandais si je n'avais pas été un peu précipité en m'engageant pour une saison complète. Il y a des bruits sauvages la nuit, et, dehors de votre fenêtre, il n'y a rien d'autre qu'une mer d'obscurité sous le gigantesque plafond étoilé, et cela lors d'une bonne nuit. Lors d'une mauvaise nuit, lorsque les vents soufflent, ils hurlent autour de la tour comme une banshee et font grincer toute la structure si fort que vous ne pouvez pas dire si c'est le vent ou quelqu'un qui monte lentement les escaliers vers vous dans l'obscurité. Je ne m'effraie pas facilement, mais même pour moi, les nuits dans la tour de surveillance étaient une épreuve de nerfs. Mais quelque chose dans la question du type m'a dit qu'admettre n'importe quel type de peur n'était pas la chose la plus prudente à faire. Je me souviens comment il est resté là un moment avec cette expression incrédule sur le visage, probablement en train de me croire à ce moment-là, mais en pensant que j'étais folle. À ce moment-là, j'avais presque fini de me laver, alors je suis sorti du ruisseau, j'ai ramassé mes affaires et j'ai commencé à remonter vers la tour de surveillance. Mais je n'avais fait que quelques pas lorsque le randonneur m'a crié quelque chose. Il a crié quelque chose comme « Ce n'est pas sûr d'être seul ici », et j'avais envie de lui crier en retour « Pas avec vous ici, ça ne l'est pas ». Mais je pensais que ce n'était probablement pas la meilleure idée de l'antagoniser. Au lieu de cela, j'ai simplement rappelé au grand McLovin que j'avais ma bombe de gaz poivre pour ours, un taser et qu'en quelques mots à ma radio, des gardes forestiers lourdement armés viendraient à mon secours. Je suppose que la partie « lourdement armés » n'était pas strictement vraie, mais les gardes forestiers avaient beaucoup plus de puissance de feu que moi, et, de plus, je voulais simplement protéger cette impression de sécurité absolue pour éviter que McLovin ne continue à me proposer sa compagnie. Mais dans cet effort, j'ai lamentablement échoué. Après avoir fait le commentaire sur les gardes forestiers lourdement armés, je me suis retourné et j'ai recommencé à marcher. Mais ensuite McLovin m'a crié et m'a demandé si je voulais de la compagnie. Je ne voulais absolument pas de compagnie, et, même si le type était aussi beau que Bradley Cooper, je suis plutôt du genre Brandi Carlile, clin d'œil, coup de coude. Et si certains d'entre vous se demandent pourquoi je ne lui ai pas simplement dit que j'étais lesbienne pour qu'il me laisse tranquille, il y a une vérité déprimante que vous devez probablement entendre. Comme beaucoup de mes compagnons saphiques pourraient vous le dire, il y a un certain type d'homme hétérosexuel qui non seulement n'est pas découragé par une telle information, mais qui se sent dégoûtant de cette audace. Parfois, je préférerais rencontrer un homophobe déclaré plutôt que quelqu'un qui veut devenir votre ami lesbien de service, ou pire encore, le type qui pense qu'il sera celui qui me réparera. Alors, gardant cela à l'esprit, je n'ai rien dit de tout cela à Tran, le culturiste McLovin. Au lieu de cela, j'ai répondu à sa question par une question et lui ai demandé son nom. Ma réponse l'a un peu déconcerté, mais après une pause momentanée, il m'a dit que son nom était Tran. J'ai dit à Tran mon propre nom, qui est Abby, puis j'ai essayé de rendre très clair que j'étais parfaitement en sécurité et que je n'avais pas besoin de compagnie. Et puis, après lui avoir souhaité bonne chance, je suis retourné à la tour de surveillance. Autant que je sache, Tran m'a regardé marcher jusqu'à ce que je sois hors de vue, moment auquel je regrettais profondément de lui avoir dit où je restais. Le plus ennuyeux était comment Tran semblait vouloir me protéger par un sens dépassé de la chevalerie. J'aurais presque préféré qu'il soit un pervers déclaré pour pouvoir avoir une excuse pour être méchante. Je suis parti en espérant ne plus jamais le revoir, mais aussi avec ce sentiment réconfortant que je ne le reverrai pas.
Il ne semblait pas être du genre à refaire quelque chose qui constituait du harcèlement. Je crois que 3 semaines se sont écoulées, tellement longtemps que j'avais en fait oublié ma petite rencontre avec Tran. Et puis, un jour, je suis descendu la colline pour me doucher dans le ruisseau, et quand je suis arrivé à l'eau, il était là. Tran était assis sur un rocher plat, à quelques mètres seulement du bord de l'eau, et quand il m'a vu arriver, il a commencé à sourire. J'étais dans la même tenue que la première fois que je l'avais rencontré, donc juste une serviette, mais avec mon maillot de bain en dessous, mes tongs et ensuite mon sac et la bombe de gaz poivre pour ours dans la même prise. Je voulais agiter la bombe de gaz poivre dans sa direction, comme pour dire « laisse-moi tranquille ». Mais encore une fois, je pensais que ce n'était pas la meilleure idée de l'antagoniser. Je l'ai salué à nouveau, mais juste par courtoisie, je ne voulais pas parler. Il gâchait mon moment de me laver et, sachant qu'il était là juste pour tenter de provoquer une deuxième rencontre avec moi, je n'appréciais vraiment pas sa présence. Tran a rendu mon salut et a essayé de faire une petite conversation avec moi d'une manière qui semblait un peu trop familière. J'ai fait de mon mieux pour rester poli, je lui ai dit que j'allais bien et que non, je n'avais pas encore vu de feu. Nous avons continué ainsi pendant que je me lavais du mieux que je pouvais et, finalement, le sujet de mon besoin de compagnie est revenu. Cela a commencé avec Tran mentionnant à quel point il était dangereux pour quelqu'un de vivre seul dans la forêt et comment il pensait que j'étais très courageuse de m'offrir à le faire. Je lui ai rappelé que ce n'était pas si dangereux si l'on restait hors de danger, mais cela lui a simplement permis de parler de comment je serais plus en sécurité avec quelqu'un là pour me protéger. Pendant que je lui expliquais à nouveau pourquoi je n'avais pas besoin de sa protection, j'ai vu que Tran devenait de plus en plus frustré, et le plus étrange était que je ne pense pas que ce soit juste parce qu'il ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait. Il semblait vraiment incapable de comprendre d'où je venais. Alors, quand je suis arrivé à la partie où je me sentais plus en sécurité à Gold Mountain que dans une grande ville, il a simplement explosé. Il a commencé par un discours passionné sur comment j'étais naïve et idéaliste et comment ces attributs pouvaient me tuer dans la nature. Pour la deuxième fois, je lui ai dit que j'appréciais sa préoccupation, mais que c'était complètement inutile. Puis, quand il n'a pas pu se taire, j'ai un peu explosé moi-même. J'ai dit à Tran qu'en toute honnêteté, la seule personne qui me faisait me sentir en danger ou mal à l'aise, c'était lui. J'étais là depuis des semaines, et il était la seule personne qui avait fait des avances non désirées envers moi. Donc s'il voulait vraiment que je me sente plus en sécurité, il devrait me laisser tranquille. Cela a été génial de dire ça sur le moment, mais mon intention avait été de détruire ses arguments, pas de jeter de l'huile sur le feu. Il est passé d'aimable mais condescendant à directement insultant. Il m'a demandé si j'étais stupide ou si c'était ma première fois en camping, et je ne savais pas mieux parce que quiconque ayant de l'expérience savait que la forêt avait 1000 façons différentes de te tuer et que quelqu'un d'aussi ignorant que moi ne durerait pas une autre semaine sans quelqu'un comme lui pour la protéger. C'est ce qui m'a tellement en colère. Ce n'était pas lui assumant que je ne pouvais pas me défendre, c'était lui m'appelant stupide ou naïve ou idéaliste. C'était la pure arrogance manipulatrice d'essayer de me faire peur pour que j'accepte sa compagnie. Je suis sorti du ruisseau furieuse, j'ai ramassé mes affaires et j'ai ensuite levé la grande bombe orange de gaz poivre que j'avais avec moi. Je lui ai dit que son derrière manipulateur et dégoûtant pouvait aller au diable et que si je le voyais à nouveau près du ruisseau, je le signalerais aux équipes de gardes forestiers pour harcèlement. J'ai également précisé que les gardes forestiers avaient le pouvoir de l'arrêter et que ce ne serait pas seulement un gars ressemblant à Smokey Bear lui demandant poliment de partir. C'était aussi la meilleure chose qui pouvait lui arriver parce que s'il s'approchait à moins de 3 mètres de moi, je lui vaporiserais tellement de gaz poivre pour ours qu'il deviendrait aveugle. Cela dit, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher de retour vers la tour de surveillance. Comme je l'avais fait quelques semaines auparavant, Tran m'a de nouveau crié dessus. Et je n'oublierai jamais comment il a dit que c'était, et je cite, « typique d'une femme de cracher au visage de quelqu'un qui essayait de l'aider ». Bien que ce que Tran m'a crié dessus était vraiment répugnant, je ne vais pas commencer à lancer des étiquettes arbitraires comme incel ou misogyne, mais ce que je dirais, c'est que je crois définitivement qu'il y avait quelque chose de l'aspergeur chez Tran. Et je le dis parce que la façon dont il est devenu en colère quand il ne pouvait pas comprendre ma pensée. Je ne pense pas que Tran agissait de la manière dont il l'a fait pour me faire peur délibérément ou même pour m'ennuyer. Je ne pense pas qu'il opérait à ce niveau de psychopathie. Au lieu de cela, je pense que son incapacité à comprendre mon attitude s'est transformée en frustration, puis en mépris légitime envers moi. De tous les randonneurs que j'ai dû rencontrer pendant mon séjour de 3 mois à Gold Mountain, il m'a semblé presque commun que je doive rencontrer celui-là. Mais cela ne signifie pas que je n'avais pas peur.
Je veux dire, je n'avais pas seulement essayé d'échapper aux harceleurs de la grande ville, juste pour qu'ils me suivent pratiquement, mais Tran avait déjà prouvé qu'il était prêt à marcher jusqu'à là juste pour me harceler. Cette fois, après être revenu à la tour, je pensais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'apparaisse à nouveau. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'était à quelle vitesse ce troisième rencontre arriverait ou à quel point ce serait effrayant. C'était environ une semaine après cette deuxième rencontre, et la perspective de Tran revenant était toujours très présente dans mon esprit lorsque je me suis couché cette nuit-là avec mon gaz poivre et mon taser à portée de main. Je me souviens d'avoir entendu les grillons chanter pendant que je m'endormais, un son que j'aime toujours beaucoup. Mais ensuite, la prochaine chose que je savais, c'était qu'un type de bruit très différent m'a réveillé en sursaut. Vous savez quand le son de quelque chose vous réveille, mais vous n'entendez pas vraiment ce qu'est cette chose. Je suppose que certaines personnes entendent la sonnerie de leur téléphone dans leurs rêves ou entendent des gens les appeler pour se réveiller, mais dans ce cas, je me souviens seulement de m'être réveillé brusquement après avoir entendu quelque chose, mais sans savoir exactement ce que j'avais entendu. J'ai attendu une seconde ou deux, me demandant si c'était un coyote hurlant à proximité qui m'avait réveillé et si j'étais sur le point d'entendre un cri de suivi, quand j'ai entendu ce qui aurait pu être le pire son possible à ce moment-là, et ce son était celui d'une botte pressant l'un des échelons d'acier en dessous de moi. Quelqu'un montait les escaliers de la tour. Je me souviens d'avoir enlevé le sac de couchage en sous-vêtements, puis d'avoir mis les bottes non attachées et de bouger les chevilles jusqu'à ce que mes pieds glissent dedans pendant que je prenais la bombe de gaz poivre et le taser de la petite table à côté. Après cela, je suis resté immobile à nouveau dans l'obscurité totale et j'ai écouté le son des bottes sur les échelons d'acier. Cela a pris un moment, mais tout à coup, je l'ai entendu à nouveau, le son distinctif de la semelle d'une botte frappant un échelon d'acier. Quelqu'un essayait de marcher doucement pour amortir le son, mais le faisait très mal. J'ai crié un simple « bonjour » avant de laisser tomber le taser et de prendre ma lampe de poche. Puis j'ai crié quelque chose comme « je sais qu'il y a quelqu'un là dehors, j'ai un pistolet ici et je suis sur le point d'appeler les gardes forestiers ». La partie sur le pistolet était évidemment un mensonge, mais ça m'est venu à l'esprit dans le feu de l'action, je suppose. Un moment de silence a suivi. Je pense qu'au fond de moi, je savais déjà que c'était lui, mais cela n'a pas rendu plus facile d'entendre sa voix. Les paroles de Tran ont brisé le silence d'une manière qui m'a vraiment fait frissonner. Et ce n'était pas seulement de réaliser que c'était lui, mais aussi ce qu'il a dit. « Tu n'es pas en sécurité ici, Abby », a-t-il dit d'un ton plat et sévère. Je lui ai crié que s'il essayait d'entrer dans la tour, je le pousserais et le laisserais là jusqu'à ce que les gardes forestiers arrivent. Tran n'a pas répondu immédiatement. J'ai juste entendu comment il montait quelques marches de plus, se rapprochant de plus en plus de moi. Je ne pouvais pas supporter le silence, alors j'ai crié davantage, lui disant qu'il avait une dernière chance de me laisser tranquille avant que je ne le vaporise de gaz poivre. Puis, tout à coup, il était là, une silhouette sombre se déplaçant de l'autre côté du verre. J'ai allumé ma lampe de poche, l'éclairant, l'aveuglant. Son visage s'est tordu d'une manière qui le faisait ressembler à un type de monstre. J'ai crié un peu plus, lui disant de ne pas oser ouvrir la porte. Il m'a ignoré. Ensuite, ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang, littéralement. Quelqu'un doit enseigner, Abby. Écrire même le mot « enseigner », même après toutes ces années, me fait tellement en colère que je sens mes joues brûler. Mais à ce moment-là, cela m'a vraiment effrayé. Dans ce contexte, enseigner ne signifiait pas éduquer, pas vraiment. Enseigner signifiait agresser, enseigner signifiait violer, et pire encore, enseigner pouvait signifier torturer et tuer. Mais Tran n'allait pas me faire aucune de ces choses parce que, de toutes les choses qu'il était, il n'était clairement pas une personne avec une intelligence pratique. Parce qu'en ouvrant la porte de la cabine sans protéger correctement ses yeux, Tran m'a donné l'occasion parfaite de vaporiser son visage avec le spray de gaz poivre. Je lui ai vraiment mis une bonne dose de gaz dès que j'ai eu un tir clair. J'ai envoyé un jet prolongé de ce liquide hautement caustique directement sur son visage et sa réaction a été instantanée. Il a grimacé, s'est frotté les yeux, mais Tran n'a pas reculé de la cabine. Au lieu de cela, il a répondu en se lançant à l'aveuglette en avant en essayant de m'attraper. C'était effrayant, mais aussi étonnamment facile de simplement s'écarter et esquiver cette tentative. Cependant, la cabine était également extrêmement petite, ce qui signifiait qu'il était à seulement 1 ou 2 secondes de changer de direction et de peut-être me coincer. Heureusement, mon taser était juste là à côté, et, la prochaine fois que Tran s'est lancé dans la direction où il pensait que j'étais, je me suis à nouveau écarté,
et j'ai commencé à lui donner des coups secs avant qu'il n'ait la chance de retrouver son équilibre. Cela peut sembler un peu sadique de ma part, mais entendre Tran crier pourrait être le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. La lutte l'a complètement quitté et il est juste resté là à haleter entre les décharges. Je lui criais de sortir et, quand il ne bougeait pas, je lui donnais un autre coup et j'entendais ses cris résonner dans la cabine. Je pense aussi qu'il pourrait avoir été ivre quand il est apparu cette nuit-là. Je veux dire, me vaporiser de gaz poivre pour ours et me taser, je pense aussi que je traînerais les mots. Mais j'ai un fort soupçon que l'alcool avait quelque chose à voir avec les décisions viles de Tran cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, cela ne lui a pas bien réussi une fois qu'il est entré dans la cabine, et après lui avoir donné quelques autres coups avec le taser, il a commencé à ramper vers la porte et l'escalier à l'extérieur. Tout le temps, je criais à Tran de partir, et il y avait comme un résidu de gaz poivre pour ours dans la cabine, donc je réagissais aussi à cela. Je ne lui ai pas donné plus de gaz poivre jusqu'à ce que nous soyons à mi-chemin des escaliers, mais en descendant, je lui donnais des coups secs et j'entendais ses cris résonner dans la cabine. Comme je l'ai dit, une fois qu'il était à mi-chemin, je lui ai donné un autre jet de gaz poivre pour ours et puis j'ai couru de retour à la cabine pour demander de l'aide aux gardes forestiers. Les gardes forestiers font des tours pour assurer une surveillance continue de la radio, donc, connaissant les bonnes fréquences, il était facile de signaler ce qui venait de se passer avec la visite de Tran. Quand ils sont arrivés, il était déjà parti. Mais le lendemain matin, il a été arrêté, interrogé puis simplement relâché sans inculpation. Selon les policiers, la conclusion était que ce qui s'était passé cette nuit-là n'était qu'une série de « il a dit, elle a dit ». Il ne pouvait pas prouver que Tran avait de mauvaises intentions, et tout ce qu'il pouvait prouver, c'est que je l'avais vaporisé de gaz poivre. La seule chose qui a maintenu les policiers de mon côté était le comportement évasif de Tran lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi il était dans la forêt si tard dans la nuit à explorer la tour. Avant d'être relâché, Tran a été averti de se tenir à l'écart de Gold Mountain et de se tenir à l'écart de la forêt nationale de Colville dans son ensemble si possible. Mais pour être parfaitement honnête, cela n'a absolument rien fait pour ma tranquillité d'esprit. En fait, j'ai passé les dernières semaines de mon séjour en attendant que Tran réapparaisse pour régler ses comptes et je ne me suis plus jamais senti en sécurité dans ce ruisseau. Je regardais par-dessus mon épaule à peu près partout où j'allais, et si une souris faisait même du bruit dehors de la tour de surveillance, vous pouvez parier que je me réveillais avec le cœur battant avant d'attraper la bombe de gaz poivre. Tran, si c'était son vrai nom, a réussi à contaminer l'aventure de ma vie au point que je ne pouvais plus l'apprécier. Et quand est venu le moment de partir, j'ai pleuré. Et ces larmes n'étaient pas parce que l'endroit allait me manquer, mais parce qu'en réalité, j'étais heureuse de partir enfin. Et ce sentiment était si loin de la réaction que je pensais avoir qu'il m'a vraiment brisé le cœur. Ce que je m'apprête à vous raconter est quelque chose pour lequel je vais toujours en thérapie. Cela s'est passé durant l'été 2008. J'ai commencé à aller en thérapie au début de 2009 et j'y vais depuis. Ce n'était pas mon idée, c'était celle de mes parents. Et en quelque sorte, la seule raison pour laquelle je continue à y aller est pour qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. Ce n'est pas que je n'en retire aucun bénéfice, mais ce que je dis à mes parents que mon thérapeute et moi discutons et ceux dont nous parlons réellement sont deux choses très différentes. Au début de la saison des fêtes de fin d'année de 2007, j'étais étudiant en deuxième année de sciences de la Terre à l'UCC Davis. L'université propose quelques places d'été pour les étudiants qui souhaitent acquérir un peu d'expérience professionnelle et, bien que la plupart soient des missions de recherche fastidieuses, j'en ai trouvé une qui m'intéressait d'une manière que les autres ne faisaient pas. En résumé, j'ai eu l'occasion de passer l'été à travailler comme guetteur d'incendie dans la forêt nationale de Trinity. C'était une mission de 3 mois, mais on me paierait pour mon temps et compléter une pièce de recherche sur le terrain à long terme serait très bien sur mon CV. J'ai postulé, été accepté, et plusieurs mois plus tard, on m'a informé qu'on m'enverrait à la tour de guet de Tom Head Mountain, qui se trouvait à environ 48 km à l'ouest de la ville de Red Bluff et à environ 210 km au nord de Sacramento. Comme je n'avais pas de voiture à l'époque, j'ai dû prendre un bus jusqu'à Red Bluff. De là, j'ai fait du stop sur la route 36 et ensuite marché jusqu'à atteindre le sommet plat de Tom Head Mountain où se trouvait l'ancienne tour de guet d'incendie.
La première chose qui m'a frappé était que la tour de guet de 6 mètres de haut était en bois. Je pensais qu'une tour de guet d'incendie serait construite avec des matériaux moins inflammables, mais comme elle avait été construite dans les années 30, je suppose que le bois était tout ce qu'ils avaient à portée de main. Ce n'était pas la meilleure première impression après tout, cette tour était censée être ma maison pour les 3 prochains mois. Mais finalement, j'ai réussi à m'installer et l'endroit a commencé à se sentir plus accueillant que décrépit. Une grande partie de la mission impliquait ce que nous appelons des prévisions numériques du temps ou NWP. Je ne vais pas vous ennuyer avec la science exacte, mais c'est quelque chose de similaire aux modèles de prévision qui permettent aux chaînes d'information de donner des prévisions météorologiques à long terme. Mais dans le contexte d'être un guetteur d'incendie, nous pouvons utiliser ces mêmes modèles pour prédire les sécheresses ou les vagues de chaleur qui pourraient entraîner un incendie de forêt, car la prévention vaut toujours mieux que la guérison. Travailler sur l'analyse du climat m'a occupé pendant quelques précieuses heures chaque jour, tandis que l'hygiène et l'hydratation devenaient des aspects importants de ma routine quotidienne. Mais en dehors de me maintenir en forme ainsi que mon équipement, j'avais très peu de choses pour m'occuper. Pour passer le temps, je faisais des promenades dans les bois entourant la tour de guet. Parfois, je visitais la cabane abandonnée des mineurs, parfois l'ancien campement qui était juste au-delà. J'emmenais mon spray anti-ours au cas où je rencontrerais de près des animaux poilus, mais je n'ai jamais vu personne là-bas. Au début, l'isolement était une évasion bienvenue du tumulte de la grande ville et, à la fin de la première semaine, ma batterie sociale était complètement rechargée. Mais à la fin de la 2e semaine, une fois que l'ennui s'était vraiment installé, je me suis retrouvé à aspirer au contact humain d'une manière qui m'a beaucoup surprise. J'avais mon vieux téléphone Samsung avec moi, ainsi qu'un chargeur solaire très efficace. Mais l'absence de couverture solide signifiait qu'il était plus utile comme presse-papier. Si je marchais jusqu'à un point sur la crête, je pouvais envoyer quelques textos, mais tout type d'appel téléphonique était hors de question, et c'était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Cela semble stupide d'y penser maintenant, mais je pensais que, comme j'étais si haut sur une montagne, je n'aurais pas de problème à obtenir une bonne réception, alors qu'en réalité, tout dépendait de ta proximité avec les tours de communication. Communiquer par texto sporadique était bien, mais à la fin de ce premier mois, être le seul être vivant à des kilomètres à la ronde a vraiment commencé à m'affecter. Quand un garde forestier de la forêt de Trinity est apparu avec mes provisions pour le 2e mois, j'étais tellement heureuse de la voir que j'ai presque failli la serrer dans mes bras quand elle est sortie de son 4x4. Elle a pu voir à quel point j'étais contente de la voir et a plaisanté en disant que je devenais un peu folle d'être seule là-bas. Elle a été assez gentille pour rester un moment et boire un peu de mon mauvais café, puis, une fois que j'ai sorti mes provisions de son coffre, elle est repartie au coucher du soleil. Après cela, savoir que je ne verrais pas une autre personne en chair et en os pendant 1 mois entier m'a rendue un peu émotive. On ne se rend pas compte à quel point nous sommes des animaux sociaux jusqu'à ce que nous nous isolions vraiment des autres. J'ai lu une fois qu'en prison, l'isolement cellulaire est l'un des châtiments les plus cruels, car il peut briser l'esprit en un temps terriblement court. Je ne dis pas que j'ai commencé à devenir folle là-bas, mais pendant un temps, c'était définitivement comme ça. Cela a commencé vers la fin de mon 2e mois. Je sortais pour l'une de mes promenades régulières et voyais quelque chose bouger du coin de l'œil, mais quand je tournais la tête, il n'y avait rien. Il y a beaucoup de faune à Trinity, donc les 6 premières fois que c'est arrivé, je pensais que ce n'était qu'un renard ou un raton laveur ou quelque chose qui avait été effrayé et s'était enfui. Mais après un certain temps, les ombres dans les coins de mes yeux ont commencé à devenir plus grandes et plus claires jusqu'à ce qu'elles ne soient plus seulement dans ma périphérie. Je voyais quelque chose bouger dans les arbres devant moi, trop grand pour être un lynx ou un puma, et avec une forme incorrecte pour être un élan ou un cerf. Je m'arrêtais, regardais, écoutais, mais rien ne bougeait, rien ne s'agitait. Et quand j'ai commencé à appeler « bonjour », dans la forêt vide devant moi, j'ai développé une véritable inquiétude pour mon propre bien-être psychologique. J'ai essayé une douzaine de choses différentes pour réduire les sentiments de solitude et d'isolement, et même si parler tout seul peut sembler que j'avais perdu la tête, je peux vous assurer que cela aidait. Verser mes pensées sur cette page aidait aussi, tout comme chanter mes chansons préférées. Après 1 ou 2 jours à accentuer le positif et éliminer le négatif, j'ai commencé à me sentir considérablement mieux. Mais ensuite est arrivé le jour où, en sortant pour l'une de mes promenades de routine dans les bois, j'ai aperçu une silhouette humaine debout entre les arbres. J'ai tourné la tête pour regarder dans sa direction et, contrairement à toutes les autres choses que j'avais vues bouger du coin de l'œil, cette personne ne s'est pas glissée entre les arbres. Tout le contraire, en fait.
Elle est restée immobile comme une statue, avec les membres très raides et complètement immobiles. Honnêtement, la présence soudaine de la personne m'a énormément effrayé, et la façon étrange et non naturelle dont elle se tenait n'aidait pas. Mais plus je regardais cette figure mystérieuse debout entre les arbres, plus je me rendais compte que ce n'était pas une personne du tout. J'ai fait quelques pas vers elle, poussé par la curiosité, juste pour découvrir que ce que je regardais était une sorte d'effigie en bois. Quelqu'un avait construit une sorte de squelette avec des planches de bois et, après avoir placé ce qui semblait être un crâne et une cage thoracique en grillage à poules, avait rempli les cavités avec une variété de racines et de feuilles mortes. Je me souviens d'avoir été presque hypnotisé par cela, non pas parce que cela exsudait une sorte de pouvoir arcanique ou quelque chose du genre, mais parce que c'était tellement bien construit. Je suis resté dans cet état de pensée insouciante jusqu'à ce qu'une idée alarmante m'envahisse. Cette effigie avait été plantée dans le sol à moins d'un terrain de football de la Tour de Guet, et presque à coup sûr n'était pas là la veille. Et cela signifiait que quelqu'un avait marché jusqu'à Tom Head Mountain au milieu de la nuit, après avoir mis beaucoup de travail dans son installation artistique, juste pour la planter à quelques mètres de l'endroit où je dormais chaque nuit. Je pouvais penser à une douzaine de raisons innocentes pour lesquelles quelqu'un pourrait faire une telle chose, mais malgré tout, il y avait quelque chose dans la présence de cette chose qui ne collait tout simplement pas. Cela peut probablement sembler incroyablement enfantin pour certains, mais alors que j'étais là, face à face avec l'effigie mystérieuse, un besoin écrasant de la renverser m'a soudainement envahi. Je n'aimais pas l'idée de continuer mes affaires avec cet homme de brindille debout là, ayant l'air tout effrayant comme il le faisait. C'est quelque chose que je ne ferai jamais maintenant, mais je ne peux évidemment pas parler pour le moi de l'université, beaucoup plus jeune, qui a levé une main, s'est approché et s'est préparé à renverser la chose de ses petits pieds potelés. Mais je me souviens aussi de cette sensation d'hésitation intense en m'approchant pour la toucher, comme si je profanais une sculpture sacrée. La sensation m'a arrêté pendant une seconde, mais la seconde suivante, cela s'est senti comme un défi. Et alors, avec une grosse pierre, j'ai renversé cette effigie à terre avec un petit craquement sec. Dans les moments qui ont suivi, j'ai senti les poils de mes bras se dresser lorsque j'ai été frappé par la conscience soudaine que celui qui avait planté cet homme de brindille pourrait vraiment être proche. J'ai regardé autour de moi, puis par-dessus mes deux épaules, m'assurant que le chemin était dégagé. Je ne crois en aucun type de sixième sens, mais s'il y a jamais eu un moment dans ma vie où j'ai senti que j'étais observé, c'était alors. J'ai décidé de ne pas terminer ma promenade ce jour-là et je suis retourné à la tour pour m'assurer d'avoir à portée de main la deuxième bombe de spray anti-ours. Je ne dirais pas que j'étais effrayé, plutôt appréhensif quant à ce que la présence soudaine de cette effigie pourrait réellement signifier. Plus tard, j'ai envisagé la possibilité qu'un artiste renégat avec un petit goût pour les randonnées ait monté cette chose sur le chemin. Au début, j'avais cette image irrationnelle dans ma tête de quelques rednecks dérangés transportant l'effigie complète jusqu'à la montagne comme un personnage d'un roman non écrit de Thomas Harris. Mais l'alternative, que ce soit une chose créative spontanée, était une explication considérablement moins inquiétante. Personne n'avait mis cette chose-là pour m'effrayer. Ils ne savaient probablement même pas que j'étais là pour commencer. Et plus j'y pensais, plus je me sentais coupable de l'avoir renversée. Le lendemain matin, j'ai décidé de sortir pour l'une de mes routines matinales et, puisque j'y étais, de replanter l'homme de brindille dans le sol et de le laisser debout, exactement comme je l'avais trouvé. J'ai terminé cette routine matinale, noté quelques observations météorologiques précoces et ensuite, je me suis dirigé vers Tom Head Springs avec du savon et un chiffon. Quand je suis arrivé à l'endroit où l'homme de brindille avait été jeté à terre, j'ai été surpris de le trouver à nouveau debout. Quelqu'un était revenu, probablement au milieu de la nuit, et avait remis l'homme de brindille en position verticale. Encore une fois, je n'avais pas peur, juste plus inquiet. Je pensais aussi que si j'étais celui qui avait fait l'homme de brindille, ce compagnon silencieux que je pouvais visiter lors de mes promenades, je serais aussi un peu contrarié si un imbécile passait et le renversait simplement. De plus, s'il était le compagnon silencieux mais stoïque de quelqu'un d'autre, peut-être pourrait-il être le mien aussi. Je me suis lavé aux sources, je suis retourné à la Tour de Guet, passant devant l'homme de brindilles en chemin. Et ensuite, j'ai passé le reste de la journée à faire des observations météorologiques et à lire les livres que j'avais apportés avec moi. Puis, une fois que le soleil s'est couché et que l'heure de dormir approchait, je me suis glissé dans mon sac de couchage et j'ai essayé de m'endormir. Je pense que j'étais sur le point de m'endormir quand une odeur profondément alarmante a commencé à envahir mes narines. C'était l'odeur de la fumée.
J'ai sauté de mon sac de couchage, enfilé mes shorts et mes bottes, et j'étais sur le point de contacter par radio le bureau des gardes forestiers à Reading quand un éclair de flamme dans les bois en bas a attiré mon attention. Le feu était proche, très proche, et à en juger par l'apparence des choses, il était encore suffisamment petit pour que je puisse le combattre. J'ai attrapé le petit extincteur de la tour, descendu les escaliers en courant, et ensuite je me suis dirigé vers la source du feu. Si je pouvais l'éteindre là-bas, non seulement je sauverais l'État de Californie de centaines de milliers de dollars, mais je sauverais aussi des hectares et des hectares de forêts protégées. J'ai couru aussi vite que mes jambes me le permettaient, et, quand j'ai vu ce qui brûlait, j'ai vécu l'une des sensations les plus étranges de toute ma vie. C'était l'homme de brindille, c'est ce qui brûlait. Et même si j'ai continué à courir vers lui, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi répugnant de toute ma vie. Le désir d'éteindre cette fichue chose et d'éviter un incendie de forêt massif possible était la seule chose qui m'a poussé à travers la forêt. Mais en considérant les questions doubles de qui a allumé l'homme de brindille et pourquoi, c'était le premier moment de peur. Après avoir éteint le feu, j'ai commencé à penser à qui ou quoi pourrait être responsable. Je ne pouvais pas exclure le vandalisme comme motif, mais même le vandale le plus insensé réfléchirait à 2 fois avant de déclencher un incendie de forêt dans un parc national. Je ne pouvais pas non plus exclure la possibilité que la personne qui avait allumé l'homme de brindille soit la même personne qui l'avait mis là en premier lieu. Je doutais fort que quelqu'un qui avait pris le temps de créer une telle sculpture soit également disposé à brûler toute la forêt. La nature même de l'homme de brindille suggérait que son créateur ressentait une révérence pour la nature, pas un mépris pour elle. Mais à son tour, cela soulevait une autre question. Et si le créateur de l'homme de brindille l'avait allumé parce qu'il savait que je viendrais en courant pour l'éteindre? Comme j'étais à seulement quelques jours de ma 2e et dernière réapprovisionnement, le même garde forestier qui m'avait rendu visite le mois précédent a décidé de monter à la montagne un peu plus tôt, à la fois pour déposer mes provisions et pour vérifier ce qu'il restait de l'homme de brindille. Quand elle est arrivée et que je l'ai emmenée dans la forêt, il ne restait plus grand-chose à voir, mais la vue de lui a provoqué une réaction très familière chez le garde forestier. Elle avait toutes les mêmes questions que moi, mais l'important était que j'avais traité le feu de manière rapide et professionnelle. Selon elle, je devrais être très fier de moi. Au cours des jours suivants, je me suis senti parfaitement content d'être seul. C'était comme si le feu et les éloges que j'avais reçus pour mon action décisive avaient rempli mon réservoir social, pour ainsi dire, satisfaisant cette couche cruciale dans la pyramide des besoins de Maslow. Quand je sortais pour mes promenades régulières, je ne voyais plus d'ombre se déplacer du coin de l'œil. Je ne me sentais plus envahi par cette sensation d'être observé. Je me sentais en paix, à la fois intérieurement et extérieurement, et ce fut le début de mon 3e et dernier mois à la montagne. Mais vers la fin de ce mois, ce même sentiment d'effroi de perdre la raison est revenu avec une vengeance. Ayant terminé tous les livres que j'avais apportés avec moi et fatigué d'écrire dans mon journal mon flot de conscience déprimant et répétitif, j'étais plus en proie à l'ennui que jamais. En surface, cela semblait conduire à un déclin drastique de ma santé mentale. J'ai recommencé à voir des choses, comme des gens se déplaçant dans la forêt, et la sensation croissante de paranoïa a entraîné une poignée de nuits complètement blanche. L'épuisement que j'ai commencé à ressentir a exacerbé tous les autres symptômes, jusqu'à qu'à un moment donné, je commence à me demander si je pourrais compléter les 3 mois complets. J'ai fait tout mon possible pour continuer, prenant les choses jour après jour et nuit après nuit, jusqu'à qu'il ne me reste finalement que 7 nuits. J'ai essayé de marquer l'occasion avec une petite célébration et j'ai ouvert une canette de soda chaude que j'avais gardée pour un jour très métaphoriquement pluvieux. Ensuite, après une nuit à essayer de maintenir mon moral, je me suis couché pour dormir. 1 de moins, 6 à faire, me suis-je dit. Mais je ne pouvais pas être plus loin de la vérité. Quelques heures plus tard, je pense vers 1h30 ou 2h du matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai entendu ce qui semblait être quelque chose se déplacer parmi les arbres sous ma tour. C'était un son très lourd, comme si quelque chose de grand et bipède marchait sur le sous-bois, et étant donné que c'était une impossibilité zoologique, j'ai décidé de sortir de mon sac de couchage et d'aller jeter un coup d'œil. Après avoir pris ma lampe de poche en chemin vers la sortie, j'ai pointé son faisceau vers l'obscurité en dessous de moi, et, en un instant, je les ai vus. À ma grande surprise horrifiée, j'ai découvert que la tour où j'étais était entourée par au moins une douzaine de figures encapuchonnées. Et en dessous de moi, juste hors de vue à la base de la tour, se trouvait la source du bruit que j'avais entendu. Aussi alarmante que fut la rencontre, je n'ai pas immédiatement compris l'importance de la présence des étrangers.
Il existait toujours la possibilité qu'ils soient simplement un groupe de randonneurs nocturnes qui soient tombés sur la tour et soient simplement curieux. Mais quand je leur ai crié et leur ai demandé de s'identifier, je n'ai entendu aucune réponse. J'ai fait quelques pas dehors, et puis je suis descendu un peu les escaliers pour voir ce qui se passait à la base de la tour, qui, si vous vous souvenez, se trouvait à seulement 3 à 5 mètres en bas. D'autres figures encapuchonnées étaient en dessous de moi, et le bruit qu'ils faisaient venait du fait qu'ils clouaient de gros faisceaux de brindilles sous la tour. C'était du bois de chauffage. Ils allaient y mettre le feu à la tour avec moi à l'intérieur. La première chose à laquelle j'ai pensé faire a été de courir de retour à la cabine pour signaler ce qui se passait via ma radio. En faisant cela, j'ai mis mes vêtements et mes bottes, j'ai pris ma lampe de poche et mon couteau de survie, et ensuite je suis sorti sur le balcon juste à temps pour que le feu commence. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai couru vers les escaliers et puis descendu 2 ou 3 volets, de manière à ce que la chute ne me casse pas les jambes. Je pensais que je devrais sauter, car ceux qui entourèrent la tour attendaient probablement que je descende les escaliers une fois qu'ils y mettraient le feu. Et comme ils semblaient parfaitement contents de me faire rôtir vivant dans ce qui équivalait à un crime très grave, j'ai supposé qu'ils n'étaient pas très enthousiastes à l'idée que je m'échappe de la scène. Je me souviens d'avoir sauté, perdu le souffle, et ensuite presque sûr que je m'étais foulé une cheville, jusqu'à ce que je mette du poids dessus. D'une manière ou d'une autre, j'étais bien, et j'ai également pris par surprise la figure encapuchonnée la plus proche, ce qui, à son tour, m'a donné cette brève mais dorée opportunité de glisser à côté d'eux si je me déplaçais rapidement. Honnêtement, je pensais que j'allais être abattu ou poignardé ou quelque chose du genre, et je suppose que la personne à qui j'ai couru presque dessus m'a presque attrapé avec quelque chose, mais c'était un pistolet paralysant. En courant à côté d'eux, ils se sont jetés sur moi et j'ai vu ce petit faisceau de lumière danser dans l'air une seconde avant de glisser et de m'échapper. Je me souviens d'avoir entendu ce cri furieux de quelqu'un hurlant sur la façon dont je m'étais échappé. Mais à ce moment-là, j'étais déjà très loin, à moitié courant et à moitié glissant en descendant la montagne aussi vite que je le pouvais dans l'obscurité totale. J'ai eu la chance de ne pas tomber et de me tuer accidentellement. Mais il n'y avait aucun moyen de me rattraper, et je suis arrivé au pied de la montagne sans même voir une lampe torche derrière moi. J'ai couru et couru, jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour continuer à courir. Ensuite, après ce qui a semblé être des heures et des heures à tâtonner dans les broussailles, je suis arrivé à un petit endroit appelé le club de chasse Rocky Ridge, avec un petit groupe de chasseurs se préparant à profiter du calme de l'aube. À ce moment-là, le ciel était déjà assez clair pour que je puisse pointer la colonne de fumée montant de Tom Head Mountain, et en moins d'1 heure, des hélicoptères survolèrent la tour, créant une pluie artificielle, tandis que des équipes de pompiers terrestres se précipitaient sur les lieux. Je devrais me sentir épuisé, je devrais être mort de fatigue, mais quand j'ai vu ce premier hélicoptère voler au-dessus de nous en direction de Tom Head, je me sentais de 3 mètres de haut. Je suis arrivé à ce club de chasse juste à temps pour éviter une grande catastrophe écologique, et je me sentais comme un héros. Mais on ne m'a pas traité comme tel. Même après avoir expliqué tout ce qui s'était passé avec l'homme de brindille, avec les figures encapuchonnées, avec les incendies, c'est moi qui ai été blâmé pour avoir incendié la tour de Tom Head Mountain. Selon les équipes de pompiers, il n'y avait aucune preuve qu'un accélérant ait été utilisé, mais il était impossible de déterminer si l'origine du feu était à l'intérieur ou à l'extérieur de la cabine. Je suppose que c'était mon explication absurde qui a influencé les opinions du service forestier, mais par leur ordre, j'ai été arrêté sous les charges d'incendie criminel, de danger et de destruction de biens gouvernementaux. Mon avocat de la défense m'a dit que j'avais échappé de peu à être accusé d'un crime environnemental grave, du genre juste un cran en dessous du terrorisme. Elle m'a également dit que ma meilleure option de loin était de plaider une démence temporaire lors de mon procès. Elle l'a présenté comme si j'étais un citoyen exemplaire qui avait eu la malchance de souffrir d'une sorte de crise psychiatrique résultant d'un isolement sévère et prolongé. J'ai plaidé coupable, j'ai obtenu 100 heures de ramassage de déchets sur la route et une évaluation psychiatrique obligatoire à la demande de l'État de Californie. J'ai essayé de faire croire mes parents, mais malheureusement, ils ont pris les arguments de mon avocat comme évangile et, au lieu de la vérité, ont choisi de croire que j'étais devenu temporairement fou. Mais contrairement à mon avocat, dont les intérêts ont cessé une fois que l'argent a été épuisé, maman et papa n'ont pas laissé tomber. Ils m'ont harcelé jusqu'à ce que je cède enfin et accepte d'aller à des séances de conseil régulières. Je ne voulais pas prendre de pilule pour quelque chose que je savais que je n'avais pas, alors pour eux, la thérapie était la meilleure option suivante.
Mais de nos jours, je ne parle pas à mon thérapeute de comment j'ai peur de perdre la tête à nouveau ou de comment cela pourrait être un symptôme d'une maladie beaucoup plus effrayante. Je lui parle de la douleur que cela peut causer lorsque tu dis à quelqu'un la vérité absolue et qu'ils choisissent de ne pas te croire pour leur propre tranquillité d'esprit. Entre février de 1983 et novembre de 1985, j'ai travaillé pour le service forestier des États-Unis. À cette époque, le service forestier avait un programme appelé « Gagner en apprenant » où vous pouviez passer quelques années en tant que stagiaire payé, apprendre les bases et ensuite obtenir un diplôme de garde forestier à part entière si vous prouviez être capable. Je me suis inscrit, j'ai été sélectionné pour l'initiation et ensuite envoyé à la forêt nationale de Wamit en tant que garde forestier en formation. J'ai passé les 6 mois suivants à me rendre compte que j'étais pratiquement né pour ce genre de travail. Je ne dis pas que cela ne pouvait pas être difficile, parfois c'était épuisant, mais le sentiment de devoir, le sentiment de faire quelque chose de bon et honorable, c'était plus précieux pour moi que n'importe quel chèque de paie. Ces premiers 6 mois ont été parmi les plus heureux de ma vie. Et, à ce moment-là, je pouvais me voir parcourir des sentiers et travailler sur des projets de restauration pour le reste de ma carrière. Mais ensuite, vers la fin de 83, on m'a offert un type d'affectation très différent. Ayant prouvé être capable de travailler sans supervision et ayant déjà avoué apprécier toute la solitude que le travail avait à offrir, mon garde forestier de district, essentiellement le chef de la région, m'a demandé si je voulais passer l'été de 84 à travailler comme guetteur de feu saisonnier à Waldo Mountain. Waldo Mountain est à environ 80 km et demi à l'est d'Eugene, Oregon, et surplombe Waldo Lake ainsi que la zone sauvage de Waldo au nord. La tour de guet n'est plus en fonction aujourd'hui et fonctionne comme une sorte de refuge public selon le principe du premier arrivé, premier servi, mais à cette époque, c'était une tour de guet de feu entièrement équipée et habitée par un garde forestier ou un volontaire formé pendant tout l'été. L'arrangement habituel était que 3 gardes forestiers fassent des tours de garde d'1 mois dans la tour de guet, mais lorsqu'il s'est agi de déléguer les tâches de guet de feu pour l'été suivant, des problèmes de personnel ont signifié que nous étions seulement 2 membres du personnel du parc disponibles pour le travail. Si je faisais un tour de garde de 6 semaines dans la tour de guet de début juin à mi-juillet, mon garde forestier de district s'assurerait que cela se reflète très favorablement sur moi lorsqu'il s'agirait de m'offrir un poste à plein temps. Ainsi, environ 6 mois après l'offre, je me dirigeais vers Waldo Mountain avec mes provisions pour les 2 premières semaines. Maintenant, beaucoup d'entre vous pourraient imaginer la tour de guet de Waldo Mountain comme une structure typique de tour et de cabane, et c'est exactement ce que j'imaginais aussi avant de la voir. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert que c'était essentiellement juste une petite cabane construite au sommet d'un affleurement rocheux. Comme vous pouvez l'imaginer, étant si haut au sommet d'une montagne, les vues depuis l'intérieur de la tour de guet étaient rien de moins que spectaculaires, mais, mon Dieu, que c'était exigu là-dedans. Peut-être faisait-elle environ 3,5 mètres sur 3,5 mètres, avec une zone de cuisine et de couchage entassée dans un coin, une petite table à cartes au centre et quelques armoires, et la radio à ondes courtes entassée dans l'autre coin. Cela allait être ma maison pour les 6 semaines suivantes. Et je mentirais si je disais que je n'ai pas trouvé la perspective un peu décourageante une fois que je me suis vraiment confronté à elle. Je pensais que rester seul là-bas serait facile. La seule chose que je n'avais pas vraiment considérée était le sentiment d'ennui qui s'installerait une fois que mes tâches régulières seraient terminées. Être guetteur de feu ne consiste pas seulement à s'asseoir et attendre un incendie, car les conditions météorologiques influencent énormément le comportement des incendies de forêt. Les guetteurs surveillaient des choses comme la température, l'humidité et la vitesse du vent pour évaluer les niveaux de danger et potentiellement même prédire l'origine et le comportement d'un incendie en se basant sur ces observations. Cela peut occuper une quantité de temps surprenante et, en dehors de cela, les guetteurs sont entièrement responsables de l'entretien et de la réparation de leur refuge et de leur équipement, ce qui, encore une fois, peut absorber une quantité de temps surprenante une fois que vous réalisez que les pluies d'été peuvent faire en sorte que votre tour de guet fuit comme une passoire. Mais ensuite, une fois que toutes ces tâches d'observation et de maintenance étaient terminées, la vie à Waldo Mountain était en réalité assez ennuyeuse. J'ai commencé par faire des randonnées sur la crête pour avoir une bonne vue de la région,
et parfois je descendais vers l'un des lacs voisins pour me baigner. J'avais également prévu que les 2 livres que j'avais apportés avec moi dureraient les 6 semaines complètes, mais j'ai terminé Le Sicilien de Mario Puzo en environ 1 semaine et j'ai découvert que je ne pouvais lire La chasse à Octobre rouge que pendant environ 1 heure à la fois avant que tout le technique ne me donne mal à la tête. Alors, un jour, n'ayant rien d'autre à faire, j'ai décidé de me familiariser avec la radio à ondes courtes. On m'avait laissé des instructions sur comment l'utiliser, ainsi que les fréquences à laquelle je devais la régler si jamais j'avais besoin de contacter quelqu'un, mais je me suis dit qu'au lieu d'essayer d'apprendre sur le tas tout en paniquant après avoir vu un incendie de forêt, je devrais probablement jouer un peu avec elle, ne serait-ce que pour tester si elle fonctionnait correctement. On m'avait dit que je devais faire des tests radio hebdomadaires de toute façon, mais tout ce que cela impliquait était d'appuyer sur le petit récepteur, de dire « test radio, à vous », et ensuite d'attendre la réponse. Mais je voulais voir si les rumeurs étaient vraies et si, par une bonne journée, je pouvais utiliser cette petite vieille radio à ondes courtes pour parler à des gens aussi loin que Hawaï. Alors, comme je l'ai dit, un jour, je me suis simplement assis au petit bureau sur lequel elle était montée et j'ai décidé de commencer à jouer avec elle. Rappelez-vous que c'était bien avant que les téléphones portables ne soient aussi courants qu'aujourd'hui. Au début des années 80, des choses comme les radios à ondes courtes étaient une forme beaucoup plus populaire de communication à longue distance, en particulier parmi une petite bande d'amateurs dévoués. Étant donné cela, je pensais qu'il y avait une bonne chance de trouver une voix parmi les parasites. Je n'avais même pas l'intention de parler au début, je me contentais de trouver une fréquence active et d'écouter ce qui se disait. Mais, comme je n'entendais rien, j'ai décidé de commencer à parler. Je me souviens d'avoir parcouru les fréquences, d'écouter d'abord puis de répéter quelque chose comme « Ici, la tour de guet de Waldo Mountain. Me recevez-vous ? À vous ». Je parlais, attendais environ 10 à 15 secondes pour une réponse, et quand je n'en obtenais pas, je passais à la suivante. J'ai fait cela peut-être 20 ou 30 fois, juste par pur ennui, jusqu'à ce que, sur une fréquence en particulier, autour de 14 MHz HS, j'entende soudainement la voix d'un homme me répondre à travers le bourdonnement du bruit blanc. « Waldo Mountain, ici la tour de guet de Pelican Butte », ai-je entendu la voix dire. « Je te reçois 5 sur 5 à vous ». Je ne savais vraiment pas comment parler à la radio. On m'avait juste dit de dire « à vous » quand j'avais fini de dire quelque chose et ensuite « terminé » quand j'avais complètement fini de parler. Alors, en réponse, j'ai essayé d'improviser du mieux que je pouvais. « Je te reçois 5 sur 5, Pelican Butte. Eh bien, ça fait du bien de t'entendre. » Puis j'ai demandé exactement où il se trouvait. L'homme a dit qu'il était près de Klamath, à environ 129 km et demi au sud et pas très loin de Mount McLaughlin, près de la frontière avec la Californie. Je suppose que ce n'est pas si loin pour une radio à ondes courtes par une bonne journée, mais j'étais tout de même impressionné par la clarté du son, malgré le fait que l'homme soit à près de 160 km de distance. J'étais également assez heureux d'avoir quelqu'un avec qui parler. Je sais que j'ai parlé du bonheur d'être en ma propre compagnie, mais après avoir passé 2 semaines avec une seule rencontre en face à face avec un autre être humain, j'ai été surpris de constater à quel point j'appréciais d'entendre la voix d'une autre personne. L'homme a dit qu'il s'appelait Faustino et qu'il était garde forestier de l'équipe de Klamath et que c'était sa 5e saison consécutive en tant que guetteur de feu résident. Il semblait très expérimenté et m'a donné beaucoup de conseils, le plus apprécié étant ses conseils sur la façon de garder la fièvre de la cabine à distance. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la fièvre de la cabine est lorsque les gens commencent à se sentir agités ou irritables parce qu'ils sont restés à l'intérieur ou au même endroit pendant trop longtemps. Certaines personnes disent que cela peut vous rendre fou et, bien qu'il n'y ait aucun danger réel de cela dans une tour de guet de feu, ce sentiment d'être piégé avec ses propres pensées peut user même les personnes les plus fortes. J'ai demandé en plaisantant à Faustino s'il avait déjà rencontré un guetteur de feu qui devenait fou, soit par l'isolement, soit simplement en étant piégé au même endroit pendant si longtemps. Il m'a rassuré en disant que non, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui perdait la raison ou quelque chose du genre. Il avait rencontré beaucoup de gens qui abandonnaient, surtout les volontaires civils qui étaient recrutés lorsque les niveaux de personnel n'étaient pas idéaux, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui devenait fou. Mais ensuite, Faustino a mentionné comment il pensait que j'étais très courageux de prendre le poste de guetteur de Waldo Mountain cette saison, surtout à la lumière de CE qui était arrivé au dernier volontaire. Évidemment, ce sont pratiquement les mots les plus inquiétants qu'une personne dans ma position pourrait vouloir entendre. Alors, immédiatement, j'ai demandé à Faustino de quoi il parlait. Il m'a donné ce genre de « Oh, tu ne le savais pas ?»
presque théâtral, et ensuite a commencé à dire comment il ne pensait pas qu'il devrait être celui qui me le racontait. Heureusement, il n'a fallu qu'un peu de persuasion polie pour qu'il me le dise. En fait, je n'avais jamais demandé ce qui était arrivé au guetteur de feu de l'année précédente, j'avais simplement supposé qu'un garde forestier ou un volontaire avait terminé la saison sans aucun type d'incident. Il ne m'était même pas venu à l'esprit de demander sur les guetteurs précédents ou leurs expériences, j'avais simplement accepté aveuglément le poste en pensant que CE seraient des vacances de camping payées. Évidemment, il y avait un petit danger d'attaque d'animaux si je m'éloignais trop de la tour, et j'avais entendu des rumeurs sur une tour dans l'État de Washington qui avait été frappée par la foudre, mais à part cela, qu'est-ce qui pouvait mal tourner là-haut? Eh bien, Faustino a été assez gentil pour m'en informer. Le dernier guetteur de feu de Waldo Mountain, qui avait été volontaire l'année précédente, avait disparu pendant les dernières semaines de son affectation. Un jour, un garde forestier est monté à la tour de guet avec quelques palettes de conserves et d'eau seulement pour trouver l'endroit complètement désert. Ils ont cherché un peu autour, pensant que le volontaire prenait un bain ou quelque chose du genre, puis ont décidé de l'attendre. 1 heure environ est passée. Alors, au lieu d'attendre plus longtemps, le garde forestier est retourné à la base et a décidé qu'il vérifierait par radio pour s'assurer que le volontaire allait bien. 24 heures se sont écoulées et personne n'avait entendu un seul mot du guetteur de feu. Alors un autre garde forestier est monté à Waldo Mountain pour le vérifier seulement pour trouver que l'endroit était toujours désert. L'équipe de garde forestier a supposé que le volontaire en avait simplement eu assez et avait démissionné. Mais si c'était le cas, pourquoi toutes ses affaires étaient-elles encore dans la tour de guet? Tous ses vêtements et sa nourriture étaient là. Même ses bottes étaient simplement jetées à l'intérieur de la porte, ce qui signifiait que, où qu'il soit allé, il l'avait fait pieds nus ou peut-être en sandales. Faustino a dit que lui et l'équipe de Klamat avaient suivi la disparition du volontaire aussi bien qu'ils le pouvaient. Perdre un guetteur de feu se sentait personnel, et Faustino a dit que l'équipe de Klamat avait même envoyé quelques gardes forestiers à Wamit pour aider à l'effort de recherche et de sauvetage, mais le volontaire n'a jamais été retrouvé, et, autant que Faustino le savait, il était toujours officiellement porté disparu. Je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'il était arrivé au volontaire disparu, et il a dit que c'était difficile à dire. On ne pouvait pas écarter la possibilité qu'il ait subi une chute grave quelque part, peut-être même dans un ravin ou un système de grottes cachées, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a jamais été retrouvé. Mais ensuite, Faustino a également dit qu'on ne pouvait pas écarter un jeu déloyal. Peut-être que c'était quelque chose de personnel. Le volontaire avait un ennemi, quelqu'un qui l'avait beaucoup enragé et qui était assez astucieux pour réaliser que le frapper dans un endroit isolé comme celui-là pourrait être le meurtre parfait. Ou peut-être, juste peut-être, cette pauvre âme a été choisie presque au hasard par un tueur qui a vu une opportunité et l'a simplement saisie. Je me souviens d'avoir écouté tout cela et de sentir les poils de mes bras et de ma nuque se dresser. Faustino a dit qu'il ne voulait pas me faire peur et a offert une dernière théorie qui impliquait que le volontaire était simplement parti de son propre gré, en avait assez de la vie dans la tour de guet, tellement qu'il ne pouvait même pas emporter ses affaires à la maison. En fait, il recevait parfois des enfants riches qui y allaient pour se trouver, ou quelque chose du genre pendant ces 3 mois, seulement pour se rendre compte qu'ils gâchaient leurs vacances d'été dans les semaines 2 ou 3. Donc, s'il devait parier, Faustino a dit qu'il pencherait vers cette théorie. Cette dernière théorie était probablement l'explication la plus probable, mais je n'ai pas peur d'admettre que les choses qu'il a dites en premier m'ont laissé assez effrayé. J'avais avec moi un 38 pour le SIA où je rencontrerais un puma trop amical. Et évidemment, cela fonctionnerait également pour tenir quelqu'un à distance. Mais l'idée que quelqu'un s'approche de la tour de guet en plein milieu de la nuit pendant que je dormais profondément était définitivement suffisante pour me donner la chair de poule. J'ai remercié Faustino de m'avoir transmis l'information et, à la première occasion disponible, j'ai demandé à l'un des gardes forestiers de Wamit à propos du volontaire disparu de l'année précédente. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de quoi je parlais et que le garde forestier qui avait servi comme guetteur de feu l'été précédent était l'un de ceux qui ne pouvaient pas le faire cette année. En fait, j'avais travaillé avec ce garde forestier à plusieurs reprises différentes, donc j'avais une expérience personnelle pour savoir qu'ils n'avaient pas disparu ou que s'ils l'avaient fait, ils étaient certainement réapparus. J'ai mentionné cela à Faustino la prochaine fois que je suis entré en contact avec lui et il m'a essentiellement donné le vieux « Oh, c'est ce qu'ils t'ont dit, hein ?» Et j'ai supposé qu'ils avaient des gens désireux de prendre le poste de guetteur de feu cette année, n'est-ce pas?
L'entendre dire cela a provoqué un moment de révélation terrifiant, tellement que j'ai littéralement senti la couleur quitter mon visage en écoutant. Il était possible que Faustino sache que les gardes forestiers de Wamit avaient des problèmes pour trouver des guetteurs cette saison, tellement qu'il m'avait demandé de compléter une période prolongée. Mais, même s'il ne le savait pas et qu'il ne faisait que deviner, il avait raison. Une fois de plus, je suis entré en contact avec la base de Wamit en utilisant ma radio à ondes courtes et je leur ai demandé si ce que Faustino avait dit à propos du volontaire disparu était vrai. Mon garde forestier de district a tout nié et m'a dit que je devais recevoir des informations incorrectes de quelque part. Il a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'un Faustino là-bas et qu'il contacterait de toute façon le garde forestier de district de Klamath. Il a affirmé que ce n'était pas très professionnel de la part de l'un des gardes forestiers de répandre de telles rumeurs et que je devais écarter tout ce qu'il m'avait dit. Maintenant, je sais que j'aurais dû écouter mes supérieurs à Wamit, mais ils doivent aussi apprécier la position inhabituelle dans laquelle je me trouvais à l'époque. Il n'y avait tout simplement pas de Google ni de smartphone pour vérifier des faits instantanément. Tout. Ce que j'avais avec moi là-bas était ma radio, et je ne pouvais tout simplement pas abandonner mon poste pour aller enquêter sur toutes les choses qu'on m'avait dites. La seule chose que j'avais vraiment pour continuer était que, contrairement aux autres années où les gardes forestiers étaient inondés de centaines de candidatures de volontaires pour les guetteurs de feu, il avait été presque impossible de doter adéquatement la tour de guet pour la saison de 85. C'est ce qui occupait mon esprit jusqu'à ce qu'à la fin, je n'avais aucune idée de qui croire. Aussi fou que cela puisse paraître, j'ai choisi de ne pas confronter Faustino à propos de ce qu'il m'avait dit à propos du volontaire disparu. Dans ma tête, je l'ai rationalisé en me disant que Faustino pourrait s'être trompé d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il confondait Waldo Mountain avec une autre tour de l'Oregon, ou peut-être même une dans l'État de Washington. Il pourrait également s'être trompé sur l'année où cette personne avait disparu, et, de toute façon, je ne voulais pas aliéner la seule autre personne avec qui je pouvais parler pendant de longues périodes et qui savait ce que c'était de vivre dans une tour de guet de feu. Je suppose que cela semble vraiment assez pathétique maintenant que j'y pense, mais je vous dis simplement ce que je pensais à ce moment-là et pourquoi je n'ai tout simplement pas accusé Faustino de menteur et je suis retourné à parler seul. Quoi qu'il en soit, une semaine plus tard, Faustino et moi étions en train de parler un soir lorsqu'il m'a demandé si Waldo Mountain était près du comté de Deschutes. J'ai dû vérifier ma table de cartes, mais, et voilà, la forêt nationale de Wamit était juste à la frontière du comté de Deschutes. Faustino a continué en me disant qu'il avait un vieil ami du lycée qui vivait près d'un endroit appelé La Pine, qui, lorsque j'ai vérifié, était à seulement environ 40 km de Waldo Mountain. Cet ami du lycée s'est avéré être un opérateur de radio amateur à 16 heures perdues, et lui et Faustino parlèrent de temps en temps, y compris ce jour-là. L'ami du lycée de Faustino avait appelé pour dire bonjour, mais aussi pour lui raconter une histoire inquiétante à propos d'une effraction qui avait eu lieu dans son quartier la nuit précédente. Quelqu'un était entré dans une maison familiale en silence, puis était monté à l'étage, mais au lieu de voler ou blesser quelqu'un, l'intrus s'était glissé dans la chambre du mari et de la femme et les avait simplement observés dormir. La femme a dit qu'elle s'était réveillée, avait vu une silhouette sombre se pencher sur elle et avait crié. Son cri avait réveillé son mari, ce qui avait conduit l'intrus à s'enfuir. Personne n'a été blessé, mais tout le quartier était effrayé. Et, après que la nouvelle soit arrivée sur les ondes, tout La Pine et le comté de Deschutes semblaient être en alerte. Je n'avais pas besoin de demander pourquoi Faustino me racontait tout cela, et, en écoutant, j'ai senti un frisson glacé me traverser. Je savais que j'étais à environ 32,5 km de l'endroit où l'effraction avait eu lieu, mais je ne pouvais m'empêcher d'imaginer l'intrus s'approchant de ma tour de guet avant de m'observer dormir. J'avais mon 38 avec moi, ce qui me faisait me sentir beaucoup plus en sécurité. Mais étant si loin de tout, à des kilomètres de presque tout, personne ne viendrait en courant au son de mes cris parce qu'il n'y aurait personne là pour les entendre. Je pense qu'il pouvait deviner à quel point j'étais effrayé parce que le bon Faustino s'est empressé de me rassurer. Il ne pensait pas que j'étais en danger réel, mais à la lumière de la proximité de l'incident avec Waldo Mountain, ainsi que de CE qui étaient supposément arrivés là-bas l'année précédente, il pensait qu'il valait la peine de me mettre en garde juste au cas où. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'ai gardé la radio réglée sur la fréquence de Faustino et il a fait de même avec moi. Il vérifiait 1 ou 2 fois juste pour s'assurer que j'allais bien et, à chaque fois, il n'avait que de bonnes nouvelles à partager. Mais plus d'une fois, j'ai entendu quelque chose venant de l'extérieur de la tour de guet qui m'a fait saisir ce 38
allumer ma lampe de poche à travers les fenêtres sales et prier pour ne pas voir quelqu'un s'approcher dans l'obscurité. Heureusement, je n'ai jamais vu personne cette nuit-là. J'ai entendu plein de choses qui m'ont fait presque perdre la tête de peur, mais jamais rien qui me donnait l'impression de menacer ma vie. Cette même peur n'était pas aussi forte la nuit suivante et Faustino m'a rassuré en me disant qu'il n'y avait pas eu d'autres effractions inquiétantes à la pine, mais même ainsi, cela m'a pesé sur l'esprit pendant plusieurs nuits après et je ne pense pas avoir dormi plus de 3 ou 4 heures solides chacune de ces nuits. Et puis est venu le jour où j'ai finalement pu parler à mon garde forestier de district par la radio à ondes courtes et j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions supplémentaires sur le volontaire disparu de l'année précédente. Mon garde forestier de district, qui avait été en contact avec les gens de Klamath, a dit qu'il n'y avait aucun dossier de quelqu'un nommé Faustino travaillant dans l'une de leurs tours de guet. Ce n'est pas quelque chose que je pouvais laisser passer, alors j'ai confronté Faustino à ce sujet et voici ce qu'il m'a dit. Il a juré sur la vie de ses petits-enfants qu'il était vraiment dans une vieille tour de guet de feu dans le comté de Klamath et que ce n'était tout simplement plus en service, et lui non plus. Faustino m'a dit qu'il avait passé 30 ans dans le service forestier et que, pendant ces 5 dernières années, il avait passé tous les étés dans une tour de guet de feu. Il était maintenant à la retraite, mais depuis que sa femme était décédée, il a découvert que la nature lui manquait pendant ces longs étés de l'Oregon. Avec son ancienne tour de guet définitivement libérée, il a décidé d'y aller, de la réparer un peu et ensuite de passer l'été plongé dans la nostalgie. Faustino pensait qu'il aurait l'air d'un vieux solitaire s'il me disait la vérité. Alors à la place, il m'a raconté un petit mensonge pieux sans imaginer qu'il serait finalement découvert. Il a juré que tout le reste qu'il m'avait dit était vrai, en particulier tout ce qui concernait le volontaire disparu, et sincèrement, je l'ai cru. Cela avait parfait sens pour moi, autant que nécessaire. Je ne voulais tout simplement pas perdre cette voix parmi les parasites, celle qui comptait de plus en plus pour me maintenir sain d'esprit. Les premières semaines avaient été faciles, et, bien que l'ajout de Faustino ait été le bienvenu, il n'était pas complètement nécessaire. Mais ensuite, vers ma dernière semaine, la semaine 6, je me suis rendu compte que j'avais presque atteint la limite de ma résistance à l'isolement, et j'avais commencé à considérer Faustino comme un bon ami. Avec cela en tête, vous pouvez imaginer la peur que j'ai ressentie une nuit lorsque Faustino m'a contacté par la radio avec un ton de terreur dans la voix. Comme je l'ai dit, nous avions gardé nos radios réglées sur les fréquences de l'autre la nuit, au cas où quelque chose de mal se produirait. Cela avait été une nuit tranquille, mais ensuite, vers minuit, ma radio s'est soudainement animée avec le son de la voix de Faustino. « Jake, c'est Faustino », a-t-il dit d'une voix lente et tremblante avant de demander. « Es-tu là? Me reçois-tu? À vous !» En entendant l'urgence dans sa voix, j'ai couru vers la radio et j'ai commencé à lui demander ce qui se passait. Puis il m'a dit, dans un style de discours frénétique et fracturé, qu'il avait entendu quelqu'un se déplacer dans l'obscurité à l'extérieur de sa tour de guet. Ensuite, après avoir attrapé sa lampe de poche et être sorti dans le couloir en dehors de sa cabane, il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs figures sombres dans la forêt qui l'entouraient de 3 côtés. Immédiatement, j'ai dit à Faustino de sortir de la fréquence afin que je puisse appeler à l'aide, mais Faustino m'a dit qu'il avait déjà essayé de contacter sa base à Klamath, mais il semblait qu'il n'y avait personne pour répondre à la radio. Il avait besoin que je contacte ma base de garde forestier afin qu'ils puissent appeler la police à Klamath. Je lui ai dit que je ferais cela immédiatement, mais avant de pouvoir tourner le cadran de fréquence, je l'ai entendu crier « Attends !» Faustino a ensuite commencé à expliquer avec la même voix terrifiée que la police devait savoir à quelle tour de guet de Pélican-Butte se rendre. Apparemment, il y avait déjà un camp de Pélican-Butte dans le comté de Klamath et la police devait se diriger vers l'ancienne tour de guet que Faustino occupait, qui était hors de Falls Highway, près de la carrière de Four M Flat. Si je ne transmettais pas cette information cruciale, Faustino serait perdu. Je me souviens d'avoir écrit frénétiquement toutes ces informations et d'avoir demandé à Faustino de répéter le nom de la route forestière qu'il avait mentionnée à un moment donné, et ensuite, après avoir attendu sa réponse, voici ce que j'ai entendu. La voix de Faustino a soudainement rompu la statique et a dit « Oh mon Dieu, il monte les escaliers !» Je lui ai dit de charger et d'armer le fusil qu'il avait mentionné avoir avec lui et de tirer sur quiconque franchirait la porte de sa cabane. Ensuite, j'ai entendu Faustino crier « Oh mon Dieu, que diable êtes-vous » Et la chose suivante que j'ai entendue était un fort éclatement, puis un autre et un autre. Faustino a poussé un cri et, une fois que son propre cri s'est éteint, quelque chose d'autre a lâché un rugissement inhumain assourdissant avant que la transmission ne devienne soudainement silencieuse.
J'ai fait face à des moments assez terrifiants dans ma vie, mais cela pourrait être le pire. J'ai pensé que je venais d'entendre Faustino, un homme que j'avais appris à connaître assez bien pendant les 5 semaines précédentes, se faire assassiner brutalement devant mes oreilles. Je suis entré dans un état de panique totale, essayant désespérément de régler la fréquence sur la base de Wamit. Une fois que j'ai eu l'un des gardes forestiers à l'autre bout, j'ai commencé à transmettre frénétiquement tout ce que j'avais entendu, y compris tout sur la nécessité de se rendre au bon endroit. Ensuite, une fois qu'ils ont promis de contacter le shérif du comté de Klamath, j'ai de nouveau changé sur la fréquence de Faustino et j'ai commencé à l'appeler par les ondes radio. « Faustino », ai-je dit. « Faustino, es-tu là mon ami ?» Et les ondes radio sont restées silencieuses, rien de plus que le bourdonnement froid de la statique. Je lui ai supplié, imploré de dire quelque chose, quoi que ce soit. Je lui ai dit que la police était en route, qu'il devait juste tenir bon et tout irait bien. Mais au fond de moi, je savais probablement que les choses n'étaient pas bien. Faustino avait mentionné avoir vu plusieurs personnes entourant sa tour dans la forêt en dessous de lui, ce qui signifiait que les chances n'étaient pas en sa faveur. Donc, quand il a laissé le récepteur, je me suis rendu compte que l'homme que j'avais appris à connaître si bien pendant les 5 semaines précédentes venait de se faire assassiner brutalement devant mes propres oreilles. Mais ensuite, juste au moment où ma tête se penchait dans mes mains, la radio s'est animée et quelqu'un a commencé à parler. « Salut !» a demandé quelqu'un. La voix ressemblait à celle d'un jeune homme. « Y a-t-il quelqu'un ?» J'ai couru vers la radio, annoncé ma présence et ensuite demandé où était Faustino et s'il allait bien. En réponse, et d'une manière où je pouvais presque entendre son sourire, il dit « Ah, je suis désolé d'être celui qui te l'annonce, mais Faustino est mort. » J'ai entendu des rires avant que la transmission ne soit coupée et, en réponse, j'ai commencé à crier qu'il ne s'en sortirait pas avec ce qu'ils venaient de faire. Je leur ai dit que la police était déjà en route, que tout le monde allait pourrir en prison. Et ensuite, quand j'ai supposé que quiconque était de l'autre côté n'écoutait probablement plus, j'ai cessé ma tirade et j'ai lâché le bouton pour parler, seulement pour entendre des rires venant de l'autre côté. C'étaient des rires maniaques, triomphants, satisfaits. Mais juste au moment où je me penchais pour changer la fréquence et me débarrasser des hurlements moqueurs d'un meurtrier inconnu, ils ont parlé une fois de plus. « Tu es tellement stupide », les ai-je entendus rire. « Je ne peux pas croire que tu aies envoyé la police là-bas. » La voix avait presque complètement changé, mais dans ma confusion, je ne m'en suis pas rendu compte. Je me suis penché, j'ai pris le récepteur, et la première chose qui m'est venue à l'esprit a été la première chose qui est sortie de ma bouche. « Tu devrais avoir honte de toi. Et tu devrais te suicider. » Est venue la réponse instantanément, avec l'homme criant ces 2 derniers mots si forts qu'ils ont presque été perdus dans la distorsion. Lorsque je me suis penché pour changer la fréquence, plus de ces rires maniaques et déformés sont sortis des petits haut-parleurs en fer blanc, seulement pour être soudainement réduits au silence par le tour du cadran. Dire que je me sentais stupide serait l'euphémisme du siècle. Ce type a lancé un petit hameçon dans l'eau et je n'ai pas seulement mordu, mais j'ai avalé l'hameçon, la ligne et le plomb aussi. Il n'y avait pas de Faustino, il n'y avait pas de guetteur volontaire disparu l'année précédente, mais je parie que certains d'entre vous l'avaient déjà compris. Je parie aussi que ce type savait tellement sur le fait d'être un guetteur de feu parce qu'il avait parlé avec un guetteur de feu à plusieurs reprises, probablement en utilisant la même radio à ondes courtes qu'il a utilisée pour parler avec moi. Ensuite, je ne sais pas, peut-être que ce qui était censé être une blague ponctuelle s'est simplement détraqué. Ce ne serait pas trop difficile de falsifier tous ces sons, les coups de feu et les cris, je veux dire. Mais ce qui doit avoir été difficile pour quiconque en son bon sens était d'avoir la patience de me traîner pendant une blague de 5 semaines avant de livrer cette terrifiante performance finale. C'est ce qui, au moins pour moi, fait que tout cela semble bien plus qu'une simple blague taquine. Il ne m'a pas seulement fait croire pendant un jour ou 2, m'a traité d'idiot et ensuite a disparu des ondes radio pour aller perdre du temps avec un autre opérateur de radio amateur. Il a maintenu cela pendant plus d'1 mois, a passé des heures à me parler, à construire son personnage et à gagner ma confiance. Il a adopté la voix rauque d'un homme de 60 ans et l'a fait pendant des heures et des heures. Ensuite, à la fin, le garçon, je suppose, qui a fini par me crier dessus à travers les ondes radio, avait une voix qui semblait à peine développée. Il m'a fait croire en une personne qui n'existait pas, et autant que cela parle de l'ampleur de ma propre stupidité, je pense que cela en dit long sur sa psychopathie. J'ai passé le reste de ma dernière semaine dans un état semi-dépressif. Je me suis senti comme la personne la plus stupide du monde, une créature faible et pathétique qui s'est sentie si seule qu'elle est tombée dans la blague stupide d'un adolescent psychopathe ennuyeux.
Et c'est aussi ceux qui, pas seulement tombés une fois, je suis tombé encore et encore. Chaque fois que je prenais ce récepteur et commençais à parler à Faustino, je laissais ce gamin au cœur noir me mener en bateau encore et encore. J'avais été humilié, dépouillé de toute fierté, et quand il est temps de quitter la tour de guet, j'étais plus que content de laisser tout cela derrière.